À toutes et à tous, bienvenue dans l'amphi de l'ESME Fleurus. Ça fait des bons souvenirs pour certains. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir, que dis-je, l'honneur, d'accueillir Jean-Louis Fréchin. Alors, Jean-Louis Fréchin, c'est un designer qui est reconnu dans son domaine et qui a notamment été le fondateur d'une société qui s'appelle No Design, qui a travaillé sur plein de projets hyper intéressants qui pourraient vous parler, notamment des projets qui concernent des drones, a priori. Également du design sonore, ça va aussi sur la data, les données personnelles. Et d'ailleurs, ce dernier sujet nous intéresse tout particulièrement pour la conférence d'aujourd'hui. Alors j'ai pris le soin de regarder quelques vidéos de Jean-Louis. Et ce qui m'a frappé finalement à l'écouter, c'est que j'ai l'impression que Jean-Louis, vous êtes un passionné curieux. Ou un curieux passionné. Hein. Le design des mots aussi a son importance. Alors, un passionné curieux, pourquoi ? Parce que, il n'y a pas que le design qui est votre passion. Il y en a plein d'autres. J'en ai cité j'en ai repris quelques-unes. Il y a notamment la musique. À vos heures perdues, vous êtes batteur, paraît-il. Voilà. Il y a l'avion, la photographie. Il y a plein de passions. Les sciences en général également. Et en fait, j'ai eu l'impression que, à travers ce que vous expliquiez de votre métier, chaque nouveau projet de design, c'était comme un nouveau terrain d'aventure, une nouvelle découverte finalement, et vous vous passionnez à essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce domaine, bien le comprendre pour pouvoir bien designer, et laisser libre cours à votre créativité. Et ça nous intéresse tout particulièrement, et c'est pas anodin qu'on fasse cette conférence ici à l'ESME. Déjà, premièrement, parce que nous avons ouvert depuis peu une majeure design, une spécialité, ingénieur designer, ainsi que des parcours de design qui fonctionnent très très bien et qui attirent chaque année de plus en plus de nos étudiants. Est-ce qu'il y en a parmi vous peut-être qui font partie de la spécialité ? Allez-y, levez la main. Voilà. Donc ils sont dans la spécialité design. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point qui m'intéresse particulièrement, c'est que dans cette école, il nous tient à cœur de développer certaines valeurs qui sont des valeurs d'ouverture, des valeurs de curiosité, des valeurs d'inventivité, des valeurs de transdisciplinarité. Tout ça, c'est très important et on essaye de mettre ça au cœur de notre formation et je trouve que vous incarnez à la perfection, si tant est qu'il est possible d'atteindre la perfection, toutes ces valeurs-là. Voilà, donc on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre donc, des conférences Morning Tech et Culture de Ionis. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la place du design à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle. Voilà, donc j'espère que via cette conférence, vous allez faire naître plein de curieux passionnés parmi nos élèves. Voilà, je vous propose de tous l'applaudir avant qu'il débute. On va lui réserver un accueil chaleureux. Merci beaucoup. Avant de commencer aussi, petite question pour s'échauffer. Qui, parmi vous, quand on dit le mot design, pense à soit un meuble, une table, une chaise ou une lampe de chevet ? En levant la main. Ok. Qui pense à une voiture quand on dit le mot design ? Très bien. Quelques petits autres essais. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent à d'autres choses ? Vous pouvez le dire à voix haute. Si on dit le mot design, oui, là-bas ? Le web design, c'est intéressant. Ok, c'est pour reprendre un peu la température. On va commencer avec quelque chose de très simple, Jean-Louis. Déjà, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Il n'y a pas de souci. Ça va permettre de faire un contexte un peu plus d'intimité et de proximité pour ce matin. On va commencer avec quelque chose de très simple. Comme ça, on a toutes et tous les mêmes bases. C'est quoi le design ? Alors, c'est une question classique. Moi, j'aime pas y répondre. Je vais faire un peu l'homme politique. Je préfère aborder la question du design sous l'angle de pourquoi devrait-on faire du design. Entre quelque chose qui marche, qui fonctionne, et quelque chose qui sert, il y a un espace. Quelque chose qui marche, c'est une machine à vapeur. Quelque chose qui sert, c'est une machine à vapeur qui remplit un usage précis et qui est utilisable généralement par des hommes. Et dans ces quelques exemples, on a l'histoire du design, c'est-à-dire comment l'ingénierie pure, qui elle-même est récente, ingénieur, c'est
c'est pas un métier qui a 2000 ans comme architecte, c'est un métier assez récent. Je vous rappelle que les polymathes de la Renaissance étaient des architectes, des peintres, et parfois on les nommait ingénieurs. Mais voilà, le design, c'est l'écart entre quelque chose qui fonctionne et quelque chose qui est utilisé par des gens. Et cet écart est extrêmement riche et complexe, puisqu'il y a de la sociologie, de l'anthropologie, de l'interaction, comme on dit maintenant, de l'esthétique, c'est-à-dire le sens des formes, la philosophie des formes. Hein, esthétique, ça ne veut pas dire joli. Et le design, c'est tout ça. Tout à l'heure, en préparant cet échange, tu as notamment cité le mot anthropologue actif pour parler des gens qui font du design, des designers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il y a deux réponses. La première, c'est regarder comment les gens vivent, comment les gens sont heureux, comment les gens habitent, comment les gens apprennent, comment les gens mangent, comment les gens s'aiment. Il faut être curieux des autres pour être designer. Alors, on peut faire des études à l'université, devenir anthropologue. L'anthropologie, c'est des temps longs, donc c'est des grandes tendances lourdes. La sociologie, c'est plutôt j'ai un bobo au doigt, je vais essayer de regarder. Donc moi, je préfère l'anthropologie. Et donc c'est une attitude vis-à-vis des gens, et ça permet de transformer ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut créer, ce qu'on peut imaginer pour résoudre des problèmes ou proposer des solutions à des problèmes qui n'étaient pas posés, parce que le design c'est les deux, de mettre beaucoup d'humanité et d'humanisme dans les réponses qu'on peut donner, pour essayer d'aller vers cette quête du ça sert, c'est utile, ou c'est beau, ou j'en ai envie, ou c'est désirable, ce qui est encore une fois différent du ça marche, ça fonctionne. Alors, c'est intéressant cette notion le fait de mettre des adjectifs dessus, c'est beau, c'est utile. Justement, des fois, on pense que le design, c'est des belles choses, et on parlait tout à l'heure notamment des jolies lignes de code. Des fois, on ouvre un code et on dit waouh, c'est beau, peu importe si on réfléchit à quoi ça sert en fait. C'est quoi le plus intéressant ? Est-ce qu'il faut mieux trouver ça beau, trouver ça utile, intéressant ? Alors, normalement, quand on est un vrai français, je suis désolé d'employer ce mot des fois, la différence entre ce qui est beau, ce qui est utile, entre la raison et l'harmonie devrait pas être séparée. On l'a un peu brusqué après la Seconde Guerre mondiale, où on a vraiment organisé les choses. Je rappelle à tout le monde que l'école centrale, donc célèbre école d'ingénieurs, s'appelait dans le temps École centrale des arts et manufactures, qu'on apprenait l'architecture à Polytechnique. Donc avant, on ne séparait pas les choses, et que Brunelleschi, le créateur du dôme de Milan, est-ce qu'il est ingénieur, est-ce qu'il est architecte ? On ne sait pas très bien. Léonard de Vinci, ce polymathe célèbre, est-ce qu'il est peintre, est-ce qu'il est sculpteur, est-ce qu'il est ingénieur, est-ce qu'il est inventeur ? On n'en sait rien. Bon, on a tendance à séparer les choses. La beauté en tant que telle, ça n'existe pas. C'est une organisation culturelle et partagée. On aime les références à l'antique parce que c'est notre histoire. En France, ce qui est beau, c'est ce qui est cohérent et ce qui relève d'une forme de raison. C'est la raison critique, hein, la fameuse raison critique française qui vient des Lumières. C'est-à-dire si un dispositif quel qu'il soit n'est pas une compréhension structurelle. En France, avant de commencer à jouer, on veut comprendre. Nos amis américains anglo-saxons, ils font des choses et ils théorisent après. Ils sont empiriques, on est rationalistes. Donc la beauté en France, et en France un petit peu chez notre maman italienne et chez notre papa allemand, elle passe d'abord par une dimension de la raison. Et si cette raison et les dispositifs que l'on produit ont une forme de cohérence interne et externe, alors la cohérence interne, c'est la beauté d'un moteur, la beauté d'un mécanisme de robot, la beauté de lignes de code, on en a parlé, et qu'à l'extérieur, on a une cohérence entre ce qu'on voit, ce que ça fait, et son usage, alors on peut parler de beauté. Les exemples, c'est sans design, c'est l'Opinel, il n'y a pas de gras, c'est même un peu presque déraisonnable. Il y a quelques courbes, on se demande si elles servent. La Twingo numéro 1, qui est une petite architecture sur roue, qui est un vrai programme de vie,
elle dit ce qu'elle est, elle dit ce qu'elle fait, et elle est d'une intelligence un peu frugale qui est typique de Renault. Donc c'est un objet totalement cohérent. C'est la remplaçante de la 4L. Donc on est dans la culture, dans l'histoire, avec une proposition de forme qui correspond à l'époque. C'est des objets. On ne peut pas dire que la Renault est belle, la Twingo est belle. Patrick Lequément disait qu'elle avait du charme. Peut-être que la beauté en France, c'est le charme, c'est-à-dire une intelligence si je prends la métaphore d'une personne, de comportement, de son art de la conversation, de ses centres d'intérêt, de sa curiosité. C'est peut-être plutôt ça la beauté en France qu'une pure esthétique rationnelle à l'allemande, hein, la Gestalt, le tout est supérieur à la somme des parties, le Maschinenbau, la beauté interne de la machine. Les Allemands ont une autre vision de la beauté. La nôtre, elle est très liée à l'intelligence et à la raison. Et donc, oui, il peut y avoir du code beau, il peut y avoir des mécanismes internes intéressants. Alors, cela dit, j'en termine, quand on fait des montres en Allemagne, on parle tout de suite d'horlogerie, c'est-à-dire de mécanisme et du mouvement qui fait vivre la montre. Quand on parle de montre en France, on parle tout de suite d'orfèvrerie, c'est-à-dire de la parure, de ce qu'on voit à l'extérieur. Cartier en France, IWC en Allemagne. Ça, c'est aussi des différences culturelles. Pour nos amis allemands, la machine est une beauté et elle fait partie d'un ordre établi dans la société allemande, enfin, ou prussienne, etc. Chez nous, il y a également, pour contredire ce que j'ai dit avant, une opposition très forte entre la culture technique et la culture esthétique, entre ce qu'on fait le week-end. On va acheter des vases dômes et des jolies choses pour décorer sa maison, et ce qu'on fait la semaine. Quand vous regardez les usines dans le nord de la France, les maisons des maîtres sont magnifiques. La Villa Cavrois, c'est une espèce de château moderne magnifique. La filature Cavrois, c'est Zola. Si vous montez à 200 km plus haut à Bruges ou à Anvers, les papetiers de Bruges, faisaient du papier dans des moulins. Ils vivaient dans des maisons assez frugales, mais avaient des usines au top de la technique de l'époque et assez élégantes. C'est-à-dire que les maisons et les usines étaient dessinées de la même façon. Quand l'imprimerie est arrivée, ils ont acheté des machines. Et donc ils sont devenus fabricants de papier et imprimeurs. Et puis ils ont demandé à Plantin à Anvers de dessiner un caractère, le premier caractère moderne. Puis une fois qu'ils avaient le caractère, le Plantin, les machines d'imprimerie et le papier, ils sont devenus éditeurs. Et donc ils ont diffusé la connaissance dans le monde entier. Et leurs maisons étaient toujours aussi modestes et leurs usines étaient toujours aussi belles. Bon, vous descendez à Lille, c'est totalement différent, hein. La maison des maîtres est très belle et les usines sont très pauvres. Donc en France, on a aussi cette caractéristique, c'est que la technique, c'est pas un art pur, comme le design, c'est pas un art pur non plus, et on sépare un peu les choses. Voilà, on sépare un peu le corps et l'esprit, ça fait aussi partie de notre culture. Et l'enjeu du design, c'est d'essayer de recoller les deux, hein. Du coup, là, on a parlé de la France, de l'Allemagne. Outre-Atlantique, tout à l'heure, tu me le disais aussi, des fois, on dit câblé à l'américaine, qui est une logique totalement différente, une approche différente. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi c'est différent de ce que nous, on fait? Alors, on en revient à cet empirisme, et typiquement dans l'IA aujourd'hui, on est en plein dedans, hein. Le rationalisme français, européen, on va dire, et surtout français, et l'empirisme anglo-saxon, c'est-à-dire qu'un anglo-saxon va faire quelque chose et va faire un proto, et si ça marche, c'est cool, on lance un produit, et ensuite il va théoriser, et il va faire une théorie scientifique formidable. Un Européen, un Français, il va d'abord comprendre, il va faire une théorie, et ensuite il va demander à un ingénieur d'application de faire un proto pour démontrer. C'est l'histoire de Branly, qui invente le cohéreur pour la radio, donc théorie, machin, scientifique, il fait son petit truc abstrait, c'est un fragment de la radio, c'est pas la radio. Marconi, il prend le truc, et puis il en fait un business financier en Angleterre, et lui, il fait de la radiodiffusion. Ça aussi, c'est un peu une caractéristique forte, et câblé à l'américaine, les radios RCA, cette grande marque américaine des années 50, enfin plus ancienne, quand vous les retournez, j'en collectionne quelques-unes, vous avez un châssis, vous avez des lampes, et tout le câblage, il est fait comme ça peut, quoi, hein.
Et finalement, entre la quantité de fil et la rapidité de production, on préfère dépenser un peu plus de longueur de fil et puis en produire un maximum. Quand vous regardez les radios Thomson Ducretet, bon, toutes les marques françaises ont disparu, mais de l'époque, on a une organisation, on a des économies de fil, on a les prémices des premiers circuits imprimés, on a une rationalité importante. Mais quand les Américains vendaient 1000 radios, nous on en vendait 5. Bon, voilà, c'est l'histoire. Et dans l'IA, le machine learning, la force brute, c'est un peu cette approche. L'important, c'est que ça marche, peu importe les moyens qu'on donne. Ou le big data, où on met beaucoup de données massivement, puis on essaye d'en tirer des choses avec de la force brute et beaucoup d'analyse. Quand, par exemple, les chercheurs français d'IA symbolique, donc cette IA qui date des années 60 et qui revient un peu à la mode, bah c'est explicable, très peu de lignes de code, avec des règles bien définies pour tout contrôler parce qu'on ne veut pas que la machine nous échappe. On le théorise, et puis en maths, beaucoup, etc., en statistique, et puis ensuite on fait des applications. C'est vraiment deux manières de penser le monde. Alors il y en a une qui est basée sur la puissance et la vitesse, et puis l'autre qui est basée sur l'intelligence et une forme de compréhension du monde. Nous, grosso modo, on aime bien contribuer à la connaissance mondiale, quand nos amis américains aiment bien contribuer à l'économie mondiale. D'ailleurs, le nombre de chercheurs américains, de grands chercheurs, et moi j'ai été formé en informatique dans un institut de recherche au Portugal. Le Portugal est dans l'OTAN, et donc tous les professeurs qui m'ont embauché comme designer dans un institut de recherche informatique savaient ce que c'était que le design, parce que dans les facs américaines, il y a des designers pour la valo des inventions des étudiants. Et les profs peuvent passer de la fac dans une entreprise et retourner à la fac sans aucun problème. John Warnock, l'inventeur du PostScript, le logiciel de description de page qu'a donné Adobe, cette marque Photoshop et compagnie, le docteur Warnock, il était chez Adobe, il est retourné à l'université alors qu'il dirigeait Adobe. Enfin, c'est pas un problème. En France, oulala, l'entreprise c'est le capital. Non, je reste dans mon université qui n'a pas de moyens et je contribue au succès des boîtes américaines parce que je suis très fort, par exemple, en machine learning, parce qu'on a aussi des gens très forts en machine learning en France. Donc c'est complètement différent, c'est comme ça. Voilà, c'est ce qui fait l'intérêt, parce que c'est différent, ça sont ni mal ni bien, c'est nous. Et c'est un intérêt. Et vous connaissez tous la légende des ingénieurs français dans les boîtes américaines, qui est véridique. Hein. Ça veut dire que cette différence, elle a un intérêt. Donc il ne faut pas essayer de ressembler à ce qu'on n'est pas, il faut ressembler à ce qu'on est. Alors avant qu'on parle des sujets actuels, qui je pense sont super intéressants, autour de l'IA, du numérique, etc., j'ai une dernière petite question un peu historique. On a parlé, nous avons parlé de Léonard de Vinci, qui avait pléthore de métiers, ou qu'avant la vision du design, notamment l'inventeur de l'avion, dont j'ai oublié le nom et dont je pourrai le rappeler, voilà, Gabriel Ozin, avait une vision très complète aussi de l'avion. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de tout ça? Est-ce que la vision du designer, de l'ingénieur, elle a évolué, elle a changé pour être celle du chef de projet? Alors là, on rentre dans le dur et un peu dans le drame. Constat numéro 1, quand j'étais à l'école, il restait encore quelques entreprises. Aujourd'hui, il n'y en a plus, et il n'y a plus de jeunes professeurs en design qui ont connu des entreprises ou des marques françaises. Si je vous demande de vous lever et de me décrire ce que vous portez sur vous, il y a peut-être des gens qui ont le slip français fait près d'Aigues-Mortes dans le sud, mais à part ça, ou des chaussures Echung peut-être, fait en Alsace, mais grosso modo, on a un Levi's fait je sais pas où, on a un pull Uniqlo fait je sais pas, enfin bon. Donc ça c'est le premier problème, il n'y a plus d'industrie. Et la vision de l'ingénieur en 1900, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. L'ingénieur, c'est en 1870, Napoléon III perd la guerre face à la Prusse. La France est ruinée. Elle paye rubis sur l'ongle une dette de guerre monstrueuse. En 1870, on subit aussi la révolution industrielle
anglaise et ensuite allemande. Ils ont des difficultés, mais ils les essuient avant nous. Nous, on est encore à produire de l'ébénisterie et des meubles pour les grands bourgeois et les princes du monde, mais les productions courantes pour le peuple, il n'y en a quasiment pas. Donc en 1886, il y a un rapport qui s'appelle la crise industrielle, qui théorise un peu le design, un peu après les Anglais, de manière plus économique, qui dit que les productions industrielles, donc fabriquées en série, doivent avoir une esthétique propre, de qualité. Et il parle de valeur d'usage et non pas de valeur esthétique. Donc il parle vraiment du produit. Mais tout ça, c'est des intentions. Alors le résultat de ça, c'est une prise de conscience. Le rapport existe encore, hein, c'est le rapport gallois de l'époque. On crée des musées d'art industriel pour dire la technique de ces nouveaux ingénieurs qui fabriquent dans des... On passe des manufactures aux usines, on passe des organisations familiales aux entreprises pour gérer collectivement l'innovation. C'est des changements énormes, hein. Les ingénieurs commencent à arriver dans ces manufactures, et les équipes avec des systèmes de force à vapeur, et puis on s'approche de l'année 1900. En 1900, il y a 40 millions d'habitants en France, on reçoit 58 millions de visiteurs. Paris est électrifié, ça devient la ville lumière. Il y a des trottoirs roulants le long de la Seine pour les 2 sites de l'exposition, Tour Eiffel, Invalides, et les dames et les messieurs prennent 3 trottoirs, le lent, le moyen et le très rapide. Voilà, des travellators, c'est Otis qui les a installés, mais c'est pas grave. Et la Galerie des Machines accueille à peu près toutes les inventions de l'époque à ce moment-là. Donc 15 ans après 1886, ce fameux rapport de Marius Vachon, la France devient l'endroit où ça se passe dans le monde. La banque JP Morgan a des bureaux à Paris parce que les inventeurs français, les savants français, les entrepreneurs français, c'est eux qu'il faut financer. On croit rêver, on se dit, Paris c'était la Silicon Valley en 1900. Et dans les 20 années qui ont suivi, la voiture s'est développée, la première marque au monde Peugeot, l'aviation est née en France, ok, les frères Wright, mais il y a des brevets antérieurs de Adair, et puis le premier vol, c'est le kilomètre, c'est Gabriel Voisin, hein, sur Henry Farman. Henry Farman, c'est Airbus aujourd'hui, hein, là, c'est en ligne directe. Hein. Blériot, Farman, enfin tous les pionniers, c'est aujourd'hui encapsulé dans les marques qui composent Airbus, qui ont été regroupées à un moment dans l'aérospatiale. Marie Curie, cette femme toute seule au congrès Solvay, au milieu de tous ces messieurs, Niels Bohr, l'invention de la physique quantique, tout ça, qui invente la radiographie, Branly, la radiodiffusion, Graham, les moteurs électriques, etc. Enfin, tout a été inventé ici, en partie. Et on se dit, quand on voit ce qu'on a fait et qu'on voit ce qu'on est devenu, on peut se poser des questions. Donc, ces ingénieurs hommes du progrès, 1945, ont été transformés après la guerre en force armée de la reconstruction du pays, hyper spécialisés par mission. Les ingénieurs avant étaient généralistes. Hein. Un ingénieur, il passait de la vapeur à l'électricité, c'était pas un problème. Quand ils ont fini d'installer la vapeur dans les usines, le deuxième batch, ça a été l'électrification des entreprises, les moteurs électriques, etc. L'électrification du réseau ferroviaire, la production d'énergie en France. Enfin, c'est vraiment des... Bon. Et l'après-guerre, c'est une autre histoire. On a organisé, rationalisé, spécialisé, et on a un peu entre guillemets, cornérisé l'ingénieur. On a retiré les cours de culture générale. Donc, c'était plus des hommes du progrès, c'était des hommes de la technique. Sous-entendu sous la science, triomphante, glorieuse. La technique, c'est l'exécutant. Dans les années 70, comme il fallait vendre les produits, puisqu'on n'était plus dans un marché d'équipement, on a inventé le marketing. Donc celui qui vendait a pris le pouvoir sur celui qui fabriquait. Et puis, au bout d'un moment, on a fabriqué ailleurs. Et donc l'ingénieur là-dedans, le chinois, il a aussi des ingénieurs, il sait aussi fabriquer. Donc on a un peu... Et coup de chance, nouvelle révolution industrielle qui a commencé dans les années 70, la révolution du numérique, qui est exactement comme la révolution de la vapeur, de l'électricité et du pétrole,
la vapeur, la puissance, la première puissance proposée, l'électricité, la puissance transportée facilement, le pétrole, se transporter avec sa propre énergie pour voler ou pour rouler, et puis le numérique, on pensait que c'était une révolution qui était terminée, donc traiter de l'information pour tous, créer des nouveaux loisirs et interagir avec, le web, super, on pensait que c'était fini, et boum, l'IA, on s'attaque non plus à la force, mais à une forme de raisonnement humain. Donc là, on est vraiment dans une révolution industrielle peut-être ultime. Pour moi, il y en a une ultime, c'est le climat. C'est-à-dire le milieu, parce que c'est la révolution de la révolution au-dessus. Mais cette révolution industrielle, elle est pas asservir par la technique des choses qu'on faisait faire autrement. Elle est nous remplacer nous-mêmes. Donc elle interpelle un petit peu quand même. Alors la transition est parfaite, on va pouvoir commencer à discuter des sujets très très actuels. Ce que je peux vous proposer, c'est essayer de un peu mélanger les premières conférences qu'on a eues. La première, c'était autour de la créativité et de l'IA, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, le métier de designer, ou en tout cas la place du design dans le métier d'ingénieur, elle est challengée, entre guillemets, par cette place des outils informatiques, de l'IA, qui vont peut-être aider à penser des choses, des formes, simuler des choses. Enfin voilà, qu'est-ce que apporte l'arrivée de l'IA dans tout ça? Alors, dans l'histoire des technologies, les technologies ont toujours été inventées pour résoudre des problèmes. Dans le cas de l'IA, et notamment les IA d'images génératives, elles ne résolvent aucun problème. Pour un illustrateur, passer du temps sur une illustration, ce n'est pas un problème. C'est la quête de sa vie, c'est sa réalisation ultime, c'est une fusion absolue entre une activité, ce qu'on est et ce qu'on fait. Donc l'IA, c'est une belle saloperie dans ce cadre-là. Et les illustrateurs ou les gens qui font des images, ou les photographes, sont des gens économiquement très faibles. Donc c'est juste... voilà, on le fait parce qu'on peut le faire, ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça n'a aucun intérêt. L'espèce de prétendue démocratisation, tout le monde va être artiste, mais bon, bref. Mais la question, c'est pas tellement pour les designers, c'est qu'est-ce qui va, dans ma vie professionnelle à moi, quelle que soit mon activité, être bouleversé par l'IA. À partir du moment où le code peut être généré par une machine, quelle est ma place? Alors je peux dire, oui, je suis l'humain, je décide, je suis l'architecte, je suis ceci, cela, très bien. Ça, c'est vrai pour des gens expérimentés. Mais comment on passe de vous, étudiants ou juste sortis d'école, à personne expérimentée? C'est là où j'ai pas de réponse, moi. Il faut toujours un moment, une imperfection humaine pour décider des choses, mais basée sur une expérience, c'est-à-dire, grosso modo, à partir de 35, 40, 45 ans, et pour les grands génies jusqu'à 60, 70, 80, on peut orienter les choses. Mais comment on passe de jeunes professionnels à professionnels expérimentés? C'est ça le problème de l'IA. Quand on commence dans la vie, on fait des choses qui relèvent plus de l'exécution ou de micro-missions. Tout ce qui est proche du labeur est facilement remplaçable par une IA. Donc la question est... Alors les métiers de labeur, ils vont disparaître. Effectivement, faire le code pour un site web qui est à peu près toujours le même, à quelques variations près, tout ça, c'est fini. Donc les métiers de labeur, les photographes de labeur, de stock, etc., les musiciens qui faisaient de la musique au kilomètre, les covers, comme on dit, tout ça c'est un peu... Or ces gens-là ne demandaient rien à personne, ils travaillaient, ils vivaient dignement, ils n'étaient pas un problème en tant que tel. Coûtait-il cher? Je ne sais même pas. Une belle illustration, ça coûte 600 €. Franchement, je ne sais pas si c'est... Et la question qui se pose à nous, c'est on n'a plus d'usine, on prétend vivre dans une société de services, et ces services, on va les industrialiser en les faisant produire par des systèmes automatiques. So what? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc c'est quand même un peu troublant, un peu inquiétant, et on a le droit de se révolter. Je ne sais pas si vous connaissez, ou de ne pas se révolter, ou d'être positif et de trouver des axes pour vivre avec les IA. Se révolter dans l'histoire des technologies, ça a existé avec les Luddites
qui étaient donc des canuts à Lyon. Les canuts, c'est les gens c'est les premiers analystes programmeurs, si on peut dire. C'est les gens qui programmaient les métiers à tisser à Lyon et qui les opéraient. Et quand on a modernisé les métiers à tisser avec les métiers jacquard et donc les premiers éléments de programmation, se sont révoltés et ont commencé à brûler les métiers à tisser. Alors, il y a des gens qui disent oui, c'est très bien, il faut respecter le travail manuel, et puis il y en a d'autres qui disent oui, ils sont contre le progrès, c'est pas bien, parce que vous comprenez, c'est des métiers pénibles, donc il faut être humain et éviter les tâches pénibles. C'est toujours la même histoire. Dans les années 70, quand j'ai commencé à... Dans les années 70, on a eu l'informatique de gestion. Quand j'ai commencé à enseigner dans les années 90, j'ai eu des élèves dont les parents avaient été licenciés à cause de l'arrivée de l'informatique. Et on leur avait dit, non mais ce que vous faites est pénible, vous allez voir, ça va être plus simple. Oui, c'est tellement plus simple qu'il n'y a plus de boulot pour eux. C'est toujours la même histoire. Donc c'est une question politique de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut refuser le progrès? Non. Mais est-ce qu'on peut ne pas être d'accord avec le progrès tel qu'on nous l'écrit? Peut-être. Après, pour être positif, la question c'est pas une opposition un peu frontale entre avec ou sans IA, être remplacé par l'IA ou pas, c'est de se dire le plus sûr, c'est que vous serez remplacé par des gens qui maîtrisent les IA. Donc maîtrisez les IA et tout ira bien pour vous. Et peut-être, comme moi je l'ai fait dans ma carrière, et c'est l'histoire de nos designs, plutôt que d'utiliser des outils numériques, ce qu'on fait, on s'est mis à concevoir des outils numériques. Et dans l'histoire des technologies et des grandes révolutions économiques, les vendeurs d'outils ont toujours été plus riches que les chercheurs d'or. C'est l'histoire de la rue vers l'or en Californie. C'est les vendeurs de pelles qui ont fait fortune. C'est Levi's qui vendait les vêtements pour les chercheurs d'or, mais ce n'est pas les chercheurs d'or. Donc les IA, pour vous, ingénieurs, c'est plutôt d'être dans la position de concepteur ou de maître des IA dans de la robotique, dans l'intégration automobile, pour vraiment proposer des nouveaux usages, des nouvelles expériences de vie, des nouvelles pratiques de la conduite, etc., plutôt que de les subir et de vous intéresser à la question du code. Ce qui veut dire qu'un ingénieur de demain, il doit quelque part redevenir un homme du progrès de la période 1945, c'est-à-dire au-delà de la technique pure, des algorithmes et des équations, pourquoi on fait les choses, comment je peux faire les choses différemment avec les moyens qui me sont donnés, qui me sont offerts, comment je vais être utile aux gens, à la planète et faire des produits de plus en plus légers avec moins de moyens. Et c'est des questions qui n'ont plus rien à voir avec la science ou la technologie, c'est des questions qui relèvent de la philosophie, de l'humanisme, d'une éthique, d'une esthétique. Et je crois que l'ingénieur de demain, c'est un peu ça son défi, c'est-à-dire qu'il est avec et contre la technologie. Il la tord pour en faire quelque chose de bénéfique. Je n'ai pas dit d'utile, je dis de bénéfique à tous. J'ai une dernière question, mais peut-être je vais sonder. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui en ont des questions? Pas encore. Si au fond... Alors, quelle est la place de l'ergonomie dans le design, Jean-Louis? Alors, comme c'est très important, mais c'est totalement objectivable, puisque c'est la mesure de l'homme, et l'homme, on sait le mesurer. Donc, c'est pas un sujet. C'est comme Monsieur Jourdain, on fait de l'ergonomie parce que c'est important, c'est un dû. Il y a des gens, notamment les ergonomes, c'est un métier qui mettent ça en primauté, en préalable à tout. Et ces gens-là, ça permet enfin, moi personnellement à l'agence, avec mes équipes, on sait qu'il n'y a pas de... Enfin, on sait qu'on va au-devant de graves problèmes, parce que quand on met les dus, les obligations légales ou morales, comme prima à la conception d'une nouvelle voiture pour sauver Renault, on a perdu, on s'est trompé. L'ergonomie, c'est très important, mais c'est, bon, voilà, il faut le faire, on le fait, c'est comme pour respirer, il faut de l'oxygène. Et dans l'ergonomie, il y a également les questions d'accessibilité, c'est-à-dire de règles pour les personnes en situation de handicap. C'est également très important.
mais c'est une obligation morale et c'est un dû légal. Donc ce n'est pas un sujet de création et de conception. Le problème qu'on a, nous, Français, ce n'est pas de répondre à des lois. Des lois, il y en a plein, des normes, il y en a... là, l'État est dans un plein délire sur le web de l'administration publique, c'est formidable, mais il ne parle que d'accessibilité. Ce n'est pas un sujet, c'est une obligation. Et vous, ingénieurs, vous ne pouvez pas vous enfermer là-dedans. C'est pas, la partie des usages, ce n'est pas l'ergonomie. Il faut adapter la technologie aux humains. Non, c'est pas exactement comme ça. Il faut que les humains adoptent les technologies qu'on leur propose, ce qui n'est pas exactement la même histoire. Donc c'est important, mais le design, c'est pas l'ergonomie. Parce que le design, c'est un art, l'ergonomie, c'est une technique. Donc il suffit de l'appliquer, point. Et c'est important d'aller au-delà. Alors pour un ingénieur qui est très rationnel, l'ergonomie, ça peut être pratique, mais non, ça ne suffit pas. L'exemple que je prends souvent, c'est... la cantine et la cuisine chez Pierre Troisgros. Il y a de la purée à la cantine. C'est une recette, un ingrédient, une durée et des nutriments pour ne pas mourir. Bon, c'est objectivable, on le fait, on la réplique, elle a toujours le même goût, elle est dégueulasse, mais on est en bonne santé. Super. Quand on va chez Troisgros ou la purée de maman, il y a toujours une casserole. Alors généralement, elle est en cuivre. Le feu, c'est pas du gaz de merde, c'est un truc en fonte, à chaleur, super enveloppante, je sais pas quoi. Les pommes de terre, elles sont très bonnes. Le sel, il vient de Guérande. Le tour de main, l'art. On n'est plus dans la technique, là, dans la réplication d'une recette. On est dans quelque chose de plus grand. C'est exceptionnel. Et maman, c'est autre chose. C'est l'amour, c'est l'environnement. Et les objets peuvent. L'Opinel, on l'aime, on l'a dans sa poche. Il vit avec soi, il est usé par soi. C'est comme la purée de sa maman, c'est des madeleines de Proust. Le design, c'est la purée de maman, c'est Pierre Troisgros. La cantine, c'est un peu l'ergonome, la technologie appliquée de manière un peu productiviste. Voilà. Et en fait, là, on a aussi l'espace dans lequel on peut faire la même chose, mais avec des savoir-faire et des approches complètement différentes. Les ingénieurs peuvent être des grands créateurs. Les ingénieurs, ils ne sont pas cantonnés à faire la purée de la cantine. Croyez pas ça. Alors du coup, j'ai peut-être une question sur... parce qu'évidemment, on a parlé de choses très matérielles, parce qu'on a été aussi dans le côté un peu historique. Mais si on veut parler aussi du numérique, quelque chose en tout cas moins matériel dans notre propre monde, comment ça a aussi chamboulé la place du design, ou comment le design justement va s'immiscer dans le numérique, dans ses interfaces par exemple? Ça, c'est la grande spécialité de nos design. Quand j'étais à l'école, je pensais que j'étais né trop tard parce que les grands changements esthétiques du XXe siècle, ils étaient derrière moi. Ils dataient des années 20. Moi, j'étais à l'école dans les années 90. Bon, voilà, je suis né trop tard. Et puis, à l'école d'archi, j'ai appris à programmer sur un Apple II. J'y arrivais pas. Je faisais un ping-pong. Les balles restaient collées. Enfin, c'était horrible. J'en dormais pas la nuit. C'était horrible. Le vice absolu. En basse résolution. C'était primaire. J'ai presque honte en regardant le code aujourd'hui. Mais sur un Apple II... Et les profs d'informatique, on leur posait la question, on peut faire des dessins, des plans d'archi avec un Apple II? Ah ouais, tu fais le logiciel, il n'y a pas de problème. Donc il n'y avait pas de software à l'époque. Tu avais une machine, un environnement de programmation en basique, et puis tu te démerdes. Donc je dis, c'est quand même un peu long, quoi. Faire les plans en Rotring, ça va plus vite. Et je suis arrivé à l'ENSI, donc l'École nationale supérieure de création industrielle, et il se trouve que il y avait une station digitale avec une solution de CAO, de CAD, de CAO en français. Matra, une usine à gaz incompréhensible et tout. Et dans le bureau de la direction, en accès libre, il y avait 4 Macintosh. Les premiers Macintosh donnés à une école en France par Jean-Louis Gasset. Et j'ai allumé la machine, Hello, il y avait MacDraw, et j'ai dessiné tout de suite. Et ça a changé ma vie. Et ça n'a pas changé ma vie parce que je faisais des beaux dessins. Ça a changé ma vie parce que je dis, ce que je veux faire, c'est les mecs qui ont fait MacDraw. Parce que j'enlève la disquette, parce que tout était sur disquette de MacDraw, je mets MacPaint, et c'était les mêmes icônes. Je dis, ils ont recopié les icônes dans le logiciel. Mais non, on m'a expliqué, les icônes, elles étaient dans la ROM de la machine. Donc on appelait toujours le truc, et ça contraignait un peu les développeurs de manière intelligente. Je dis, mais c'est vraiment un design de système. Et ce design de système m'a vraiment intéressé et interpellé. Et ces gens-là étaient hors du monde. C'est-à-dire que quand vous discutiez avec les informaticiens en France, genre Thomson, TO9, si ça vous dit quelque chose, MO5, les gens de Matra, DataVision, enfin, Apple, c'était vraiment autre chose. Et donc après, je suis parti dans cet institut de recherche informatique, l'équivalent de l'INRIA,
au Portugal. Et eux savaient ce que c'était. L'INREA ne voulait pas de moi parce qu'ils m'ont dit « Ah, vous êtes designer ?» Non, c'est bon, on ne sait pas ce que c'est, mais on a déjà des ergonomes. Et donc l'INESC au Portugal a dit « Ah, vous êtes designer, on en cherche, on ne trouve pas, ça nous intéresse. Dans nos facs aux États-Unis, il y en a et on a besoin de vous pour aider dans notre pépinière d'entreprise les boîtes à faire des beaux produits. » Et donc là, j'ai fait mes premières interfaces, des modems programmables, les premiers routeurs Ethernet multiprotocole, enfin des trucs, Ethernet, et mes premières discussions avec les Bell Labs aux États-Unis via FTP ou des trucs, enfin les prémices d'Internet, les fragments d'Internet décomposés. Et ce bordel incompréhensible, il fallait l'organiser. Et les mecs dans cet institut disaient « Ah, mais toi, tu organises les choses, c'est bien, etc. » Donc voilà, j'ai voulu en faire mon métier. Et voilà comment on a commencé dans les interfaces, dans cette nouvelle révolution industrielle dont les produits sont à la fois des biens et des services. Ça, c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait des interfaces qu'il n'y a plus d'objets physiques, mais par contre, les objets physiques, ils sont animés non plus par des fonctions mécaniques, comme une automobile des années 60, mais par des dimensions servicielles. C'est-à-dire le Tesla, hein, le paiement à l'usage, les mises à jour à distance, la réparation à distance. Et no design, ça ne veut pas dire pas de design, ça veut dire nouvel objet du design. Et ces nouveaux objets du design, c'est ce que j'appelle les néo-objets, c'est-à-dire des objets qui sont à la fois des biens et des services. Donc là-dedans, il y a toujours de l'informatique, mais il peut y avoir de la mécanique. Et puis il y a des frontières, comme les interactions physiques. Une interface, ce n'est pas forcément à l'écran, ça peut être aussi physiquement sur un objet comme ça. On peut capter le monde, on peut interagir avec le monde physique. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les interfaces telles qu'on les a conçues au début étaient beaucoup basées sur de l'analyse fonctionnelle et la perception cognitive des gens. Donc il fallait nommer les choses, faire des petits dessins clairs, des interfaces immersives, des interfaces extrêmement explicites, fonctionnelles. Plein de stratégies, mais qui étaient toujours basées sur une dimension qui était la fonction et l'enchaînement de tâches pour arriver à faire quelque chose. Détourer un objet sur Photoshop, c'est choisir le bon outil, faire la sélection, sélectionner, détourer. Avant de détourer, je règle la précision de la sélection, etc. Avec la révolution de l'IA, on passe totalement du comment au quoi, c'est-à-dire à l'objectif. Donc là, en ce moment, cette année, on bouleverse complètement la manière de concevoir les interfaces. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cumuler par une description un objectif, et la machine va se débrouiller pour convoquer les bonnes fonctions pour faire ce qu'il y a à faire. L'exemple typique, c'est le détourage sur l'iPhone d'une photo dans iPhoto. Vous cliquez sur la photo de votre petite fille et pouf, elle est détourée. Parce que vous avez appuyé sur la photo de votre petite fille, le système sait que vous voulez la détourer et vous la copiez, détourer proprement, etc., etc. Ça bouleverse complètement la nature des produits, ça rend des interfaces dites plus naturelles, plus fluides en tout cas. Et c'est un défi d'interaction et d'ingénierie absolument fantastique. Ça va complètement changer la relation au logiciel. Ça, c'est intéressant, et c'est un vrai espace d'opportunité pour des ingénieurs, des designers. Ça remet le design d'interface, non pas dans l'expérience, qui ne veut rien dire, mais dans l'interaction, qui est une discipline enseignée à l'université, qui est assez scientifique. C'est-à-dire dans les relations qu'on a avec la machine. On n'est plus à gérer des tâches, mais on est vraiment à gérer des missions et des objectifs, ça change tout. C'est ce qu'on fait dans les drones. Aujourd'hui, avec un drone, on fait 10 000 trucs en même temps. Et donc, on essaye de commander le drone par objectif, plus que par décomposition de tâches, parce que X, Y, Z, plus photo, plus autopilote, plus suit le mec qui court, un humain, il ne peut pas gérer tout ça en même temps. Par contre, il sait ce qu'il veut faire. Je veux courir, avec ou sans fusil, sport ou guerre, parce que ça a un peu changé depuis qu'on fait des drones. Et la machine doit me suivre, et en même temps qu'elle me suit, elle doit superviser ce qu'il pourrait y avoir comme problème autour, et pas se prendre un sapin en même temps. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses à gérer. Et ça, c'est du design. Et chaque ingénieur sait faire sa partie, mais l'espèce d'ensemble, de symphonie de l'ensemble, c'est vraiment le point de vue qu'on donne au système et le rapport qu'on veut définir avec la machine. Est-ce qu'on exclut les gens du système
on leur permet de le contrôler, mais en leur donnant des super pouvoirs. C'est vraiment le curseur qu'on règle, et c'est vraiment un espace de conception où il y a tout à inventer. Hein. Sachant que dans les drones, les Américains ne sont pas là, ce qui est assez pratique. C'est une guerre frontale entre Chinois et le petit Parrot, qui est un des rares acteurs européens, en tout cas dans les drones très légers civils. Est-ce que l'on a une autre question dans le public ? C'est un peu plus timide ce matin. Moi j'en ai une. Si tu devais donner parce qu'on a parlé notamment de ton parcours et de tes études, si tu devais donner un conseil justement aux étudiants et étudiantes qui sont là devant nous. Un conseil, soyez curieux et essayez de comprendre ce que le design peut vous amener en tant qu'ingénieur. Souvent, on a opposé, alors dans les années 60-70, mais on n'avait pas vu le marketing, donc vraiment on se trompait, on a opposé les ingénieurs et les designers. Les ingénieurs, c'est les casse-couilles, les designers, c'est les rêveurs, etc. Non, les designers et les ingénieurs, c'est une prise de courant gigogne, donc les deux ensemble, ça fait la connexion et ça fait la valeur du produit. Et dans un pays qui ne produit plus, il faut vraiment recréer ce couple-là pour être à nouveau un pays productif. Ça, c'est le premier truc. Les jeunes gens qui font le parcours ingénieur-designer, c'est vraiment formidable. Peut-être vous serez plus ingénieur et moins designer. Peut-être vous serez plus designer et plus du tout ingénieur. C'est pas grave. Parce que vous allez créer des ponts et vous allez être des agents traducteurs d'un truc qui me tient terriblement à cœur et qui a été prononcé, qui est la transdisciplinarité. Quand j'étais à l'école, le métier que je fais n'existait pas. Comment je l'ai appris ? Quand j'étais à l'école, j'avais pas le quart du poil d'imaginer tout ce qui allait nous tomber sur la tête. Et pour vous, ça va être exactement la même chose. Avec également des questions nouvelles, climatiques, géopolitiques, de souveraineté. Peut-être que vous êtes la génération à qui on va demander, en 10 ans, de refaire une France autonome avec la production d'à peu près tout ce qu'on a besoin pour vivre, pour plein de raisons, pour pas générer du carbone en transport, pour être dans le circuit court, pour être souverain, ça existe aussi, passer de l'artisanat qui produit 1000 obus par an à produire 20 millions d'obus par an, parce que c'est aussi des questions dont j'entends parler là en ce moment. Ça, c'est des défis d'ingénieurs. Hein. En tout cas, ça n'existe pas. Et pour arriver à créer des défis de choses, parce que les obus, à la rigueur, ça existe, mais pour créer des choses qui n'existent pas, c'est-à-dire on jette une pierre et puis on ne sait pas comment aller la rejoindre, il n'y a pas de spécialiste de ce qui n'existe pas. Il y a des spécialistes de l'incertitude, il y a des spécialistes de l'inconnu, il y a des explorateurs de l'inconnu et de l'incertitude. Et la caractéristique de ces gens-là, c'est que par définition, ils sont transdisciplinaires. Ce n'est pas pluridisciplinaire, ils sont au-delà des disciplines. Puisqu'on va vers l'inconnu, il faut qu'on apprenne à se parler. Et les gens qui ont le double profil ingénieur-designer, déjà, ils parlent deux langues. Et donc, en parlant deux langues, potentiellement, ils en parlent 3, 4, 5. Ils savent parler à un physicien, un astrophysicien, un sociologue, un anthropologue, un directeur du marketing. Et là, on peut arriver à produire du nouveau, à produire des réponses non standards à des problèmes posés. C'est vraiment important. Alors, pas tellement pour trouver un job à la sortie de l'école, bien que ça soit important. Parce que faut être clair, hein, dans designer-ingénieur, c'est ingénieur qui rassure un patron. Bon, au moins, ça servira toujours. Chez Renault, ils prennent des ingénieurs. On aura toujours à les utiliser. Designer, c'est des RH un peu particulières. Au moins, il y a des RH particulières pour le design chez Renault, ce qui n'est pas le cas chez EDF, qui a pourtant beaucoup également de designers à la R&D. Mais cette transdisciplinarité, c'est vraiment votre futur. Et ceux qui ne font pas le double diplôme, soyez curieux, lisez des bouquins sur le sens du monde, sur l'écologie, mais vous avez vraiment le demain dans vos mains. Et il y a deux façons. Hein. On peut s'asseoir dans la rue et peindre les tableaux en orange, ou on peut se dire... on peut améliorer plein de choses, très spectaculaires ou pas spectaculaires du tout.
On a fait un projet que j'adore. Dans le monde du carbone et de la compensation, c'était un peu des papiers contre des papiers. Donc Solvay en Belgique achetait des papiers comme quoi on plantait des arbres en Suède. Et puis un jour, un mec de Solvay a dit mais quel type de bois ils plantent? Est-ce qu'ils en plantent vraiment? Il est allé voir. C'est du sapin, ça va vite, ça absorbe peu de carbone. Et il n'y en a pas beaucoup, donc c'est bidon tout ça. Et nous, on avait un client qui nous a demandé de voir comment produire des gaz de l'air. Donc on est vraiment dans l'industrie lourde là. Décarbonés. Donc on a vu la compensation, c'est pas bien. Puis on a fouillé, on a trouvé des normes. Et les normes, c'est étonnant, c'est des ingénieurs brillants qui, 10-15 ans avant la bataille, mettent au point des règles pour que la bataille se passe correctement. Et ces gens-là avaient fait des normes sur le carbone il y a 15 ans, et ils avaient décrit des normes, une sous-norme, comme une API. C'est-à-dire comme ils avaient organisé dans un logiciel de flow, de vente, de trucs commercial, une API qui permettait de quantifier le carbone. Génial, on l'a appliqué. Après, on a une idée, plutôt que de faire certifier un process général, les camions, les trucs et les machins, on s'est concentré sur le logiciel du vendeur qui vendait des quantités et qui garantissait des garanties d'origine, donc où c'est produit, et des timestamping quand c'est produit. Donc on a fait certifier une petite partie du process, mais qui était un process finalement comme la monnaie qui certifiait l'ensemble du truc. C'était plus simple, moins cher, etc. Ok, super, l'entreprise Air Liquide, je vais la nommer, a dit on va garder ça au chaud parce que pour l'instant personne ne veut payer. Le Covid est arrivé là-dessus, souveraineté, machin, blablabla. Aujourd'hui, c'est l'offre normale d'Air Liquide. Donc tout ça, c'est grâce à la norme. Donc ça, c'est des petites victoires à partir de trucs qui existent, mais ça change avec un impact énorme. Une entreprise de yaourt ou de soupe qui va refroidir ses soupes avec de l'azote, elle peut acheter de l'azote décarboné, donc ça a de l'intérêt. Si son azote il est carboné pour refroidir de la soupe, pour aller plus vite, pour les mettre dans le camion réfrigéré, c'est une hérésie énergétique. Donc c'est vraiment des combats très 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 actifs. Et je pense que le rôle des ingénieurs, c'est celui-là. Il y a le fameux, comment il s'appelait, Séraphin, qui fait Polytechnique et qui dit « je vais aller chez Oxfam ». Super, il a le droit, c'est son engagement, mais Oxfam, c'est une asso qui produit des études qui sont complètement bidons, qui n'ont pas la rigueur scientifique. Bon, à quoi ça sert? Moi, j'en reviens à mon truc de carbone, ça a de l'impact, ça change résolument les choses. Il y a encore plein de trucs à inventer. Le bordel des plastiques, le plastique, c'est mauvais. Non, il y a des plastiques mauvais, il y a des mauvais usages du plastique, mais dans l'absolu, le plastique, il fait ce qu'on lui dit. Et il y a des plastiques, par exemple, ceux qui servent à faire les valves cardiaques, c'est du bon plastique. Donc il faut un peu documenter. Il y a plein de choses à faire sur le recyclage aussi. Il y a des choses à faire partout. La voiture légère, trop de masse, ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires, des petits véhicules très légers, éventuellement motorisation hybride, c'est un projet qu'on fait à l'agence, soit avec un peu de force musculaire et puis un complément énergétique, soit complément énergétique mais utilisé autrement, un véhicule 200 kg qui permet de faire 150 km entre des villages dans les campagnes pour remplacer les C15 diesel. C'est de l'écologie de combat. Tout fabriqué localement en France, etc. Donc il y a plein de choses à faire. Mais il faut choisir si on est dans le camp des proactifs ou dans le camp des gens un peu plus pessimistes qui pensent que c'est foutu. Voilà. Et ça, c'est le conseil que pour vous donner. La solution, c'est vous. Il n'y a pas de petits combats. Il n'y a pas de petits combats. Il n'y a qu'une recherche finalement de sens dans ce qu'on veut faire et pourquoi on le fait collectivement. Et je pense vraiment qu'il faut redonner aux ingénieurs la valeur d'homme de progrès. Le progrès, c'est un mot fantastique. Alors, c'est un progrès pas comme celui de 1900, c'est un progrès plus raisonnable, c'est un progrès plus léger. Je préfère le mot léger à sobriété ou frugalité, mais bon, ça veut dire la même chose. C'est génial, c'est des défis incroyables. Et c'est des moteurs de vie qui sont assez puissants, je trouve. Alors on arrive quasiment à la fin. Je vais prendre une toute dernière question parce que je l'ai vue et après on clôturera. Est-ce que tu peux poser ta question Ça, c'est une question essentielle. J'ai rencontré beaucoup d'ingénieurs assez âgés, des directeurs de recherche où le
l'aérodynamicien expérimental de Concorde, Philippe Poisson-Quinton, un vieux monsieur, ou Yves Dubreuil chez Renault, polytechnicien, le père de la Twingo. François Roudier, ingénieur chez Dassault, concepteur de Mystère 20. La caractéristique de ces gens-là, c'est que c'était tous des gens extrêmement cultivés. Donc à la fin de leur carrière, ils ont fait des choses incroyables. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient bons en maths? Ou est-ce que c'est à partir d'un moment, ils ont su s'échapper à leur base de compétences pour penser le monde autrement avec une vision beaucoup plus large et beaucoup plus grande? Et je pense résolument que c'est ça la réponse. C'est-à-dire que quand on est ingénieur, on n'est pas là pour faire des choses qui marchent. C'est une évidence. Un train doit marcher et le métro doit marcher. Mais on est là pour faire des systèmes qui servent, mais j'ai envie de dire même des systèmes qu'on aime. Quand Yves Dubreuil vous parle de la Twingo, il n'est pas le designer de la Twingo, mais le père de la Twingo, c'est lui. La vision populaire, la vision de donner énormément de fonctionnalités, d'espace dans un tout petit véhicule pas cher. La vision d'arriver à sauver Renault avec la spécialité de Renault, c'est-à-dire un véhicule populaire économique, parce qu'à l'époque de la Twingo 1, Renault était en faillite. Donc, et ils ont mis un moteur qui était le moteur de la Dauphine, le bloc Cléon, donc il n'y avait pas de technologie, et les ingénieurs motoristes, ils tiraient la gueule. Mais ce n'est pas le propos, la Twingo, tout le monde l'aime. Sur Radio Classique, ce matin, ils en parlaient. Ah, la Twingo 1, elle nous manque, elle était vraiment sympathique, un dessin amical. Voiture d'aujourd'hui, on dirait des mangas guerriers. Bon, bref. Donc la culture générale, la philosophie des sciences, le français, la littérature, Proust. Ah, Proust, c'est chiant à lire, c'est long, mais il a tellement parlé de l'environnement, du temps qui passe, des choses qu'on aime, les fameuses Madeleines de Proust. Pourquoi on aime les objets? C'est des choses inertes. Pourquoi il y a des objets qui restent, des objets qui disparaissent? Pourquoi il y a des choses, des automobiles dont on se souvient et puis d'autres dont on ne se souvient pas? Comment André Lefebvre, le père de la DS, de la 2 chevaux, de la traction Citroën, de la Mi-6, personne n'est parfait, vous ne devez pas savoir ce que c'est, mais c'est pas grave. Vous connaissez la DS quand même, et la 2 chevaux. Bon. Pourquoi André Lefebvre, tout à coup, qui était un centralien parmi d'autres, chez Citroën, a fait ce truc exceptionnel? Ah bah quand on creuse un peu l'histoire d'André Lefebvre, il avait bossé chez Gabriel Voisin, ce gars qui a inventé l'aviation, puis qui a décidé de tout arrêter, parce qu'après la guerre de 14, les avions servaient à tuer des gens, donc il ne voulait pas tuer des gens, il a fait des voitures de luxe. Et il a fabriqué la voiture de luxe de Le Corbusier. Et Gabriel Voisin a financé le plan Voisin, c'était raser Paris pour faire des tours modernes au service d'automobile. Bon, heureusement qu'il ne l'a pas fait, mais... Et donc, Gabriel Voisin était un homme cultivé, qui parlait à des gens cultivés. André Lefebvre, qui était le directeur d'atelier, Gabriel Voisin, c'était un casse-bonbon formé aux Beaux-Arts. Il n'était pas ingénieur, mais il avait un sens aigu de l'invention. Ça a changé André Lefebvre. Et de centralien normal, il est devenu le fils spirituel de Gabriel Voisin. Et ça a explosé chez Citroën. Ça, c'est de la culture générale. Vous allez au cinéma, vous regardez les trucs. Est-ce que tous ces objets qu'on voit dans ces films faits à la chaîne sont plausibles techniquement ou pas? C'est de la culture générale. Faites-moi le plaisir et pensez à moi d'aller dans 2 endroits dans Paris. Vous allez dans la cour carrée du Louvre, donc, qui est de la Renaissance française pure, et dites-vous comment ces gens-là, à chaque roi, donc tous les 20 ans, ils mouraient, ils arrivaient à construire des trucs comme ça, aussi cohérents. Alors tout est différent. C'est pas de la technique, c'est juste de l'harmonie. Et puis deuxième truc, vous allez dans la Tour Eiffel et regardez dans la Tour Eiffel ce qui relève de la pure technique, de la pure science, et de celui qui a fait que le concours a été gagné, l'architecte qui a un peu sublimé la Tour Eiffel. C'est de la culture générale aussi. Pensez quand vous regardez la Tour Eiffel, ok, la Tour Eiffel, on comprend comment elle est. Tiens, bon, c'est une forme isostatique, donc elle est bancale, il faut l'équilibrer. Plus elle monte, moins elle porte, donc plus elle est légère, très bien. Mais pensez à la mise en œuvre. Comment ils ont construit ça? Comment ils ont monté ça là-haut? Autre truc, vous allez voir le chantier de Notre-Dame. Là, il y a une grue qui a mis la flèche. Génial. Comment à l'époque de Viollet-le-Duc, ils ont mis la flèche? Il n'y a pas de grue allemande, Liebherr, de 200 mètres de haut, en porte-à-faux, machin. Comment ils ont fait? Posez-vous la question. Et puis posez-vous la question,
allez chercher sur Internet parce que vous avez... Et regardez comment ils ont fait. Ça, c'est de la culture générale. Soyez curieux, tout vous sert. Tout vous sert, tout vous sert. Tout... Nous, il y a un truc qu'on faisait à l'ENSI et que j'ai toujours adoré et que je faisais quand j'étais membre, démonter les objets. Et quand vous démontez les objets, il y a le comment ça marche, mais comment les gens l'ont produit et comment ce truc impossible à démonter, il pouvait être construit automatiquement par une machine. On n'arrive pas à passer la main, mais comment c'était fait? Soyez vraiment curieux à tous les niveaux, avec les livres, avec les objets. Et ça, c'est une clé pour demain qui est importante. Les patrons, parce que je suis patron aussi. Et quand avant de créer nos designs, j'étais chez Montparnasse Multimédia, je cherchais quelqu'un pour m'aider à faire un CD-ROM sur l'histoire de l'aviation. Parce que je suis un fou de l'histoire des sciences et des techniques, c'est ma culture générale à moi. Je suis tombé sur un ingénieur fou de cinéma qui faisait du Word comme le plus grand des typographes mondiaux. Il faisait des documents Word, on aurait dit des chefs-d'œuvre de typographie et de mise en page. Manifestement, il était sorti de son domaine de compétences par curiosité. Donc, il n'y a pas d'enfermement. Par contre, il faut, ce qui ne sert à rien est très utile, c'est la culture générale, ce qu'on appelle les externalités. Et il y a une règle dans la vie, c'est que les externalités, elles vous reviennent toujours dans la gueule. Quand vous aurez 40 ans, et je vais en terminer là, il va vous arriver le truc le plus horrible de votre vie. Je vous préviens tout de suite, vous me remercierez, c'est que vous allez passer de l'énergie, vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, vous êtes les rois du monde, à l'intelligence, vous commencez à être un peu vieux, expérimenté, plus cher. Et ce passage de l'énergie à l'intelligence, c'est la culture générale qui fera que ça sera réussi. Vous allez devenir chef, vous allez devenir responsable, vous allez devenir dirigeant de boîte, entrepreneur. Ça, c'est la culture générale qui fera la différence. Être bon en maths, ça ne suffit pas. Il faut aussi penser le monde par des rationalités qui sont différentes de la pure science ou des pures maths. Et l'assemblage des deux, c'est le mélange le plus détonnant. On se donne donc rendez-vous soit à la Tour Eiffel, soit sur le chantier de Notre-Dame. Le design des choses à l'ère du numérique aux éditions FIP, c'est votre livre, Jean-Louis. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez évidemment le découvrir. Nous, on se dit à très vite, peut-être à l'année prochaine. Merci beaucoup pour votre attention et bon courage pour la suite de la journée.